Ils sont censés faire rire, illuminer les fêtes d'enfants, incarner l'innocence du spectacle. Et pourtant, dans l'inconscient collectif, les clowns portent un masque aussi terrifiant que leur sourire est figé, avec leur maquillage outrancier, leur démarche saccadée et leur rire forcé. Ils oscillent en permanence entre la comédie et l'horreur, entre le grotesque et l'inquiétant. Cette ambivalence, le cinéma d'horreur l'a exploitée avec une perversité fascinante, transformant ces figures de cirque en créatures cauchemardesques. Du Pennywise de ça, 1990 ou 2017, à Art the Clown de Terrifier, en passant par les sadiques de Clown House ou encore les extraterrestres burlesques de Killer Clowns from Outer Space, le cinéma d'épouvante a fait du clown une icône de la peur, une créature dont le rire résonne comme une menace. Pourquoi cette transformation? Pourquoi ce symbole du divertissement est-il devenu l'un des monstres les plus redoutés du grand écran? Parce qu'un clown ne montre jamais son vrai visage, parce que derrière son visage se cache l'inconnu, parce qu'il joue un rôle, mais que l'on ne sait jamais vraiment où s'arrête le jeu. Et dans l'horreur, cet anonymat devient le terrain de toutes les dérives. Du psychopathe dissimulé derrière un nez rouge au démon utilisant le clown comme déguisement, ces figures carnavalesques sont les masques parfaits pour incarner l'indicible. Le clown d'horreur n'est pas qu'un simple tueur grimé, il est l'ombre perverse d'un monde qui aurait dû être rassurant. Il est la distorsion d'un souvenir d'enfance, une anomalie du spectacle, un reflet monstrueux du rire, et c'est cette transformation qui le rend si fascinant. Il incarne la perte de repères, l'inversion du familier en cauchemar. Alors comment le cinéma a-t-il façonné cette peur? Comment est-il passé du clown bon enfant au monstre de foire? Plongeons ensemble dans l'histoire troublante des clowns horrifiques, là où le rire devient le dernier son que vous entendrez. Il est des monstres qui s'incrustent dans la mémoire collective, des créatures dont la simple apparition suffit à faire frissonner toute une génération. Pennywise, le clown dans ça, ou It, en fait partie. Cette adaptation télévisée du roman de Stephen King a marqué durablement le paysage de l'horreur, en grande partie grâce à l'interprétation iconique de Tim Curry. Dans ça, le film, le clown n'est pas qu'un simple tueur masqué ou un psychopathe grimé, il est une incarnation pure et changeante de la peur elle-même. Pennywise est un monstre polymorphe, capable de prendre la forme des cauchemars de ses victimes, mais qui choisit souvent d'apparaître sous l'apparence d'un clown jovial, Gripsou. Une ironie sinistre qui renforce l'effroi qu'il inspire. Le clown, censé être un symbole de l'enfance et du rire, devient ici une menace tapie dans l'ombre, une entité dont le sourire cache les dents acérées d'un prédateur. Là où d'autres figures de clowns horrifiques misent sur le grotesque ou l'exagération sanguinolente, Pennywise, selon Tim Curry, joue sur un équilibre troublant entre le comique et le terrifiant. Son jeu est parfois enfantin, moqueur, presque burlesque, mais derrière cette façade de spectacle bon marché se cache une créature qui se repaît de la peur, une entité dont l'unique but est de briser les âmes avant de les dévorer. Ça repose en grande partie sur cette dualité. Une œuvre qui explore l'horreur sous une forme psychologique et surnaturelle, en jouant sur la peur enfantine et la confrontation avec un mal qui ne disparaît jamais vraiment. Pennywise n'est pas qu'un simple monstre, il est le reflet des traumatismes d'enfance, de ces peurs qui grandissent avec nous et que l'on croit avoir oubliées, jusqu'à ce qu'elles ressurgissent, prêtes à nous engloutir à nouveau. Si la version de 90 a vieilli sur certains aspects, notamment dans sa seconde partie, elle reste une pierre angulaire de l'horreur télévisuelle, en grande partie grâce à son acteur. Son Pennywise continue d'habiter les cauchemars de ceux qui l'ont vu. Preuve que parfois il suffit d'un sourire et de quelques ballons rouges pour plonger une génération entière dans l'effroi et les voir vouloir flotter. Dans un paysage cinématographique où l'horreur explore de multiples facettes, la trilogie Terrifier s'impose comme une œuvre brutale, viscérale et ancrée dans la terreur pure. Son monstre, Art the Clown, n'est pas seulement un tueur sadique au costume de carnaval, il est une incarnation du chaos, une entité qui dépasse la simple figure du slasher pour atteindre une dimension presque surnaturelle. Dès sa première apparition dans All Hallows Eve de 2013, puis dans Terrifier en 2016 et ses suites, Art the Clown marque par son absence totale d'humanité. Contrairement à des figures comme Freddy, qui mêlent humour et horreur, ou Pennywise, dont l'aspect clownesque sert à tromper ses victimes, Art est un pur cauchemar muet, un pantin du macabre qui exprime son sadisme par des gestes exagérés, une gestuelle burlesque qui accentue l'horreur de ses actes. Son visage blafard, son sourire figé et son regard vide en font un monstre hors du temps, qui semble émerger d'un cauchemar impossible à fuir.
Mais Terrifier n'est pas seulement une question du personnage, c'est une expérience de cinéma brut, sans filtre, qui renoue avec l'horreur crue des années 70 et 80, là où de nombreux films d'horreur actuels optent pour des atmosphères feutrées ou un suspense psychologique. Terrifier plonge tête la première dans le gore, le viscéral et l'inconfort. La mise en scène est frontale, refusant les hors-champs et livrant des séquences d'une violence rarement égalée dans le cinéma d'horreur moderne. Avec Terrifier 2 de 2022, la saga prend une ampleur inattendue. Plus long, plus ambitieux, le film développe une dimension quasi mythologique autour de son tueur. Il devient une force surnaturelle, une entité qui défie la mort et se nourrit du chaos. L'introduction de Sienna, une héroïne dont l'arc narratif rappelle presque une destinée de guerrière, vient ajouter une opposition nouvelle à ce cauchemar ambulant, transformant Terrifier 2 en une œuvre qui dépasse le simple slasher pour lorgner vers le conte horrifique. La trilogie Terrifier en cours d'évolution reste avant tout une ode au gore et au sadisme cinématographique. Elle ne cherche pas à plaire à tous, ne s'embarrasse pas de subtilité, mais embrasse pleinement son rôle de film d'horreur extrême. Et au centre de ce déchaînement sanglant, The Clown trône en figure cauchemardesque, rappelant que parfois le simple fait de vouloir un sourire figé dans l'ombre suffit à réveiller les peurs les plus primaires. Il est impossible d'aborder Ginger Clown sans parler de Tim Curry. Cet acteur iconique a marqué le cinéma d'horreur et de fantastique par son charisme unique, incarnant tour à tour des figures exubérantes, fascinantes et profondément troublantes. De Pennywise dans Ça, dans lequel nous avons parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo, à Darkness dans Legend de 1985, en passant par son inoubliable Frankenfurter dans The Rocky Horror Picture Show de 1975, il a su donner à ses personnages une présence à la fois théâtrale et inquiétante. Dans Ginger Clown, Tim Curry revient à l'un des archétypes qu'il a rendu célèbre, le clown maléfique. Cette fois-ci, il prête sa voix au personnage éponyme, une créature sadique qui règne sur un parc d'attractions abandonné, transformé en un véritable terrain de jeu cauchemardesque. Le film exploite à fond l'imagerie grotesque du clown terrifiant, en s'inscrivant dans la lignée des œuvres où le cirque devient un symbole du dérèglement et de l'horreur. Le choix de Tim Curry pour incarner Ginger Clown n'a rien d'anodin. Son interprétation de Pennywise a durablement marqué l'imaginaire collectif, contribuant à faire du clown une figure incontournable du cinéma d'horreur. Avec Ginger Clown, il retrouve cette dimension, mais dans un registre encore plus grotesque, où l'humour noir et l'excès côtoient une violence cartoonesque. Contrairement à ça, où Pennywise jouait sur la manipulation et la peur psychologique, Ginger Clown est une créature plus débridée, plus extravagante, dont la menace repose sur sa nature imprévisible et son goût pour le sadisme ludique. Le film ne se contente pas d'un seul clown effrayant. Tout le décor du parc abandonné devient une extension de Ginger Clown et de son univers. Il est peuplé de créatures difformes, de pantins monstrueux et d'ombres grotesques qui renforcent l'ambiance de cauchemar surréaliste. La peur du clown, bien ancrée dans l'inconscient collectif, prend ici une forme plus exubérante que véritablement effrayante, jouant davantage sur le malaise et l'absurde que sur une terreur psychologique pure. Au final, le film s'inscrit dans la tradition du clown maléfique au cinéma, avec son acteur comme lien direct entre les incarnations les plus marquantes de cette figure de l'horreur. Le clown est une figure omniprésente de l'horreur, une silhouette qui oscille entre l'enfance et le cauchemar, mais dans la trilogie Jack in the Box, il se fond avec un autre archétype du cinéma de genre, celui du jouet maudit. Ici, le rire ne vient pas d'un chapiteau ou d'un cirque, mais d'une boîte à surprise. Cet objet qui, d'un simple tour de manivelle, fait surgir l'inattendu, et dans ce cas, l'horreur. Dès le premier film de 2019, l'histoire repose sur une malédiction. Une boîte antique découverte dans un musée libère une entité démoniaque, un clown mécanique qui ne connaît qu'une règle implacable, tuer jusqu'à ce que la boîte soit refermée. Le concept du Jack in the Box est détourné pour en faire une mécanique du destin. Chaque ouverture condamne ses victimes, chaque tour de manivelle scelle leur sort. Contrairement au clown sadique et joueur de Terrifier ou Ça, cette créature n'a rien d'un farceur, il est un bourreau silencieux, un automate infernal qui suit un rituel immuable. Et personnellement, ça me fait beaucoup penser à une creepypasta de mon enfance qui se nomme Laughing Jake. Dans The Jack in the Box Awakening, sorti en 2022, la saga approfondit la nature de cette malédiction en liant le démon à une femme mourante qui tente d'utiliser son pouvoir pour prolonger sa vie. Ici, la boîte devient une sorte de pacte faustien, un objet dont l'horreur dépasse la simple entité qui l'habite. Le clown n'est plus seulement une menace, il devient un outil, une arme utilisée par ceux qui pensent pouvoir le contrôler.
mais comme toujours dans ce type d'histoire, le prix à payer est bien plus élevé qu'imaginé. Enfin, le dernier en date, 2024, pousse encore plus loin le mythe, explorant la façon dont la boîte peut être utilisée comme un piège et comment l'entité elle-même évolue au fil des âges. Là où la plupart des clowns horrifiques s'appuient sur l'extravagance et le sadisme, ce Jack in the Box fonctionne sur une mécanique plus méthodique, presque fatale. Son masque figé, son absence de parole et ses mouvements inhumains le rendent encore plus troublant. Ce n'est pas un être qui joue avec ses victimes, c'est une force qui les abat avec la froideur d'une horloge infernale. Dans le film Legend of Wasco de 2015, les clowns occupent une place centrale, incarnant une menace surnaturelle qui plonge une petite ville dans la terreur. L'intrigue suit un artiste clownesque et son futur beau-père qui, en se déguisant en Vasco le clown et en publiant des photos sur les réseaux sociaux, réveille involontairement le véritable Vasco et ses acolytes maléfiques. Le film s'inspire de la légende urbaine du Wasco Clown, une figure mystérieuse qui aurait été aperçue dans la ville de Vasco, en Californie, suscitant fascination et effroi. Cette légende moderne est habilement intégrée dans le récit, ajoutant une dimension contemporaine à l'horreur traditionnelle des clowns. Les clowns dans ce film ne sont pas de simples figures grotesques destinées à effrayer, ils symbolisent des dangers de la viralité sur les réseaux sociaux et les conséquences imprévues que peuvent engendrer des actions apparemment anodines. En cherchant à créer un buzz en ligne, les protagonistes libèrent une force maléfique qui dépasse leur compréhension, illustrant ainsi comment la quête de popularité peut mener à des situations incontrôlables. Le film explore également la dualité du clown, personnage traditionnellement associé au rire, mais qui, dans l'imaginaire collectif, peut basculer vers l'effroi. Cette ambivalence est exploitée pour créer une atmosphère oppressante où le familier devient inquiétant. Les maquillages et costumes de clown exagérés et déformés renforcent ce sentiment de malaise, transformant le comique en terrifiant. Réalisé par Rob Zombie, La Maison des Mille Morts, ou House of the Thousand Corpses, est un hommage vibrant au film d'horreur Grindhouse des années 70, baignant dans une atmosphère poisseuse où le grotesque et le macabre s'entremêlent. Ce n'est pas seulement un slasher déguisé sous une esthétique crasseuse, c'est une plongée dans un univers où l'horreur devient un spectacle dérangé, une représentation quasi théâtrale de la cruauté. Le film suit un groupe de jeunes voyageurs qui croisent la route de la famille Firefly, une bande de dégénérés sadistes qui transforment leurs victimes en œuvres d'art morbides. Dès les premières minutes, Zombie nous installe dans un univers où le kitsch et la terreur cohabitent. Lumière criarde, décors délabrés, dialogues absurdes, tout évoque une fête foraine cauchemardesque, une galerie de frics où chaque pièce de la maison Firefly semble être un numéro de grand guignol macabre. L'un des éléments les plus marquants du film est sa mise en scène exagérée, à la fois hommage et caricature du cinéma d'exploitation. Rob Zombie multiplie les plans saccadés, les filtres saturés et les coupes brutales, évoquant à la fois The Texas Chainsaw Massacre de 1974 ainsi que sa suite de 86. Cette approche accentue l'impression de malaise. On ne regarde pas simplement un film d'horreur, on assiste à une performance sadique orchestrée par des personnages qui prennent plaisir à voir leurs victimes sombrer dans la folie. Captain Splouding, clown vulgaire et charismatique, est un maître de cérémonie qui introduit les spectateurs dans ce monde dérangé. Otis, lui, se perçoit comme un créateur, transformant les cadavres en sculptures morbides. Même Baby Firefly, avec ses rires hystériques, joue son rôle de séductrice perverse. Chaque meurtre devient une mise en scène, chaque victime un élément d'un spectacle plus grand. Mais au-delà de la violence qui rend le film si particulier, c'est son ambiance volontairement grotesque. L'horreur n'y est pas froide et réaliste, elle est outrancière, presque cartoonesque. La maison Firefly est une sorte de parc d'attractions cauchemardesque, un espace où la logique n'a plus sa place et où l'humain n'est qu'un pantin désarticulé au service d'une esthétique macabre. Si ça et Terrifier explorent le clown comme une figure cauchemardesque et psychologique, les clowns tueurs venus d'ailleurs ou Killer Clown from Outer Space 1988 prend un virage totalement différent. Ici, le clown n'est pas seulement un monstre, c'est une blague macabre, une caricature poussée à l'extrême qui joue sur l'absurde et le grotesque pour mieux déranger. Le film des frères Chiodo s'appuie sur un concept aussi idiot que génial. Les extraterrestres ressemblant à des clowns envahissent une petite ville américaine et transforment ses habitants en cocons de barbapapa avant de les boire à la paille. L'idée est aussi farfelue qu'inquiétante, jouant sur la peur instinctive du clown tout en le détournant vers un univers de science-fiction délirant. Contrairement aux figures classiques du clown horrifique, ces aliens ne cherchent pas à manipuler psychologiquement leurs victimes.
Ils sont là pour s'amuser au sens le plus cruel du terme. Ils transforment des gags enfantins en armes mortelles, des chiens en ballons capables de pister leur proie, des tartes à la crème acide ou encore des ombres chinoises qui dévorent les spectateurs. C'est cet équilibre entre le comique et l'horreur qui fait toute la force du film. On rit de l'absurdité des situations avant de se rendre compte qu'elles dissimulent une violence surréaliste. Dans ce film, le clown cesse d'être une simple figure terrifiante pour devenir un monstre à part entière, une fusion entre le cartoon et le film de SF des années 50. Ce n'est pas seulement leur apparence exagérée qui perturbe, mais leur comportement imprévisible. Ils sont à la fois ridicules et implacables, grotesques et sadiques. Là où Pennywise incarne la peur à l'état brut et où Art the Clown est une machine à tuer sadique, ces clowns-là sont des entités extraterrestres dont la logique nous échappe complètement. Le film reste aujourd'hui une œuvre culte, non pas pour son horreur pure, mais pour son mélange unique de kitsch et d'effroi. C'est une lettre d'amour au film de drive-in et aux effets spéciaux pratiques. Un spectacle qui joue autant sur le rire que sur le malaise. Et au final, qu'est-ce qui est plus effrayant qu'un clown qui ne cherche même pas à vous effrayer, mais qui prend un plaisir sincère à vous réduire en bouillie sous couvert d'un spectacle coloré? Le clown est une figure ambivalente oscillant entre amusement et terreur. Clown 2014, réalisé par John Watt et produit par Eli Roth, joue sur cette dualité en transformant le rire en horreur pure, en rure, en pire. Ce film ne se contente pas de présenter un clown tueur, il en fait un véritable mythe, ancré dans une malédiction ancienne, donnant une explication surnaturelle à l'effroi qu'ils inspirent. L'histoire suit Kent, un père de famille qui, pour sauver l'anniversaire de son fils, enfile un costume de clown trouvé par hasard. Mais ce déguisement se révèle être bien plus qu'un simple accoutrement. Il s'accroche à lui, fusionne avec son corps et le transforme progressivement en une créature démoniaque. Ce concept simple mais terrifiant repose sur une idée clé, et si le clown n'était pas un simple comédien, mais une entité maléfique qui prend possession de ceux qui le portent. Le film joue avec l'imaginaire collectif du clown, en s'éloignant des figures classiques que nous avons déjà vues plus tôt. Ici, l'horreur ne vient pas d'un clown mal intentionné ou sadique, mais d'une transformation inéluctable et irréversible. Kent n'est pas un tueur en série caché sous un maquillage, il devient malgré lui une créature cannibale dépossédée de son humanité. Cette approche confère au film une dimension tragique, où le protagoniste lutte désespérément contre sa propre métamorphose. Là où Clown se distingue des autres films du genre, c'est dans son exploration du mythe. Le film invente une légende autour de Cloyn, une créature maléfique nordique qui dévorait les enfants et dont les clowns modernes ne seraient que des réinterprétations inoffensives. Ce choix narratif inscrit Clown dans un cadre mythologique, donnant au film une profondeur supplémentaire. Visuellement, le film accompagne cette transformation avec un maquillage et des effets progressifs qui rend l'évolution de Kent aussi fascinante que dérangeante. Son costume devient une seconde peau, son nez rouge un organe impossible à arracher et ses dents s'allongent en crocs. Cette lente mutation évoque les transformations corporelles des films de Cronenberg, où la chair devient à la fois prison et malédiction. Réalisé par Toby Hooper, The Funhouse ou Massacre dans le train fantôme plonge l'horreur dans l'univers poisseux des fêtes foraines, un décor où l'illusion et le danger se confondent. À la croisée du slasher et du film d'horreur atmosphérique, il transforme ce qui est censé être un simple divertissement en un piège claustrophobique où la peur devient un spectacle macabre. Dès les premières images, The Funhouse impose son ambiance trouble, lumière criarde, attractions délabrées, personnages inquiétants cachés sous des costumes trop grands. La fête foraine devient un microcosme où la frontière entre le réel et le faux s'efface. C'est dans cet espace instable que se retrouve un groupe d'adolescents venus passer la nuit dans un train fantôme. Mais ce qui devait être une simple escapade interdite bascule dans l'horreur lorsqu'ils deviennent témoins d'un meurtre et se retrouvent traqués par une créature difforme et meurtrière. La force du film repose sur son utilisation du carnaval comme espace d'effroi. Depuis toujours, les fêtes foraines sont des lieux de fascination et de malaise où le grotesque est mis en scène pour provoquer un frisson chez les visiteurs. Hooper pousse cette logique à son paroxysme en transformant le train fantôme en un véritable labyrinthe de cauchemar, un piège où les mécanismes de l'attraction deviennent des instruments de terreur. À travers les décennies, les clowns ont trouvé une place de choix dans le cinéma d'horreur, devenant des figures emblématiques du cauchemar. Leur pouvoir d'effroi ne réside pas seulement dans leur apparence grotesque ou leur sourire figé, mais dans ce qu'ils représentent, la déformation d'un symbole d'innocence en une menace omniprésente. Qu'ils soient surnaturels comme Pennywise, sadiques et silencieux comme Art the Clown, ou simplement fous comme Captain Spaulding, ces personnages ont marqué le genre par leur capacité à jouer avec nos nerfs
oscillant entre l'absurde et l'horreur pure. À travers eux, le cinéma nous rappelle que le rire peut être une façade, un masque, et derrière lequel se cache l'indicible. Et c'est peut-être là la plus grande force du clown horrifique. Il n'a pas besoin de se cacher dans l'ombre, il est là, sous la lumière des projecteurs, nous regardant fixement, attendant simplement que nous détournions le regard pour frapper.